notre à notre webinaire qui est organisé par la table de travail sur les réalités autochtones de l'Université du Québec. En fait, il y avait près de 200 personnes d'inscrites. On imagine que les gens vont arriver progressivement, mais démarrons parce qu'on a une super de belle activité avec une belle équipe devant nous que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc, vous savez, les webinaires, c'est une formule assez simple qu'on l'on fait, à savoir, on réunit des experts sur un sujet qui est d'intérêt pour nos universités et on les invite à partager effectivement leur apprentissage, leurs connaissances pour ensemble apprendre les uns des autres. Donc, je me présente rapidement. Mon nom est Marie-Josée Fortin. Je suis directrice des relations avec les collectivités et les premiers peuples à l'Université du Québec. Le webinaire, que je le disais, organisé par la table de travail sur les réalités autochtones, un petit mot, la TETRA, que nous appelons chez nous ici à l'UQ, elle a été créée en 2018 par la commission de planification de l'Université du Québec qui réunit en fait les recteurs et les rectrices et le président des 10 établissements du réseau. Son mandat est de conseiller, d'outiller, d'accompagner les établissements dans tout le travail qu'ils font en matière d'engagement et pour participer au processus de vérité et réconciliation. Il y a sur la TETRA un représentant de chacun des établissements et qui donc vient participer à cette expérience de partage, d'expertise et de réflexion. À ce jour, nous avons eu 5 webinaires. Vous pouvez les voir en ligne s'ils sont disponibles. On va les mettre d'ailleurs dans le chat là, pour votre connaissance. Alors aujourd'hui, on a une super activité, effectivement. Le titre, vous l'avez vu, vous l'avez compris, j'imagine, il dit tout en fait. Hein? Comment bâtir un engagement durable avec les premiers peuples sans le porter seul? Donc, effectivement, toute l'équipe qui est présente aujourd'hui de l'UQTR nous montre comment pourra s'engager dans des démarches transformatrices. Il faut le faire à plusieurs. Ce n'est pas juste un énoncé de principe sur un papier institutionnel, c'est plus que cela. Vous allez le voir, ça se joue à tous les niveaux. Et donc, aujourd'hui, on va avoir un bel exemple où on va nous expliquer comment chacun a joué à travers son rôle, sa fonction, quelle contribution complémentaire avec celle des autres il a pu apporter pour faire cheminer l'institution. D'ailleurs, l'UQTR, c'était un travail sur quelques années seulement qu'on a vu, en tout cas de l'extérieur, on a l'impression que c'est très rapide, 5-6 ans, et on va nous raconter cette belle histoire en quelque sorte. Donc, j'ai 5 personnes avec nous. Vous les voyez pas encore, mais on vous les fait découvrir. Donc, je vous les présente rapidement avant qu'ils prennent la parole. D'abord, on a Samuel Rainville, qui est directeur du Bureau des relations et à l'engagement auprès des premiers peuples. Rappelons que le bureau est rattaché directement au rectorat à l'UQTR. Samuel est Innu et québécois. Nous avons aussi Julie Roch, qui est Innu originaire de Ouachat Macmeiotenam et qui est membre de la Première Nation des Pequagami ou Nutch. Alors, Kachish Kutama Cheshkou, Julie Roch, est professeure en réalité autochtone et intervention psychosociale au département de psychoéducation et de travail social de l'UQTR. Bienvenue, Julie. On a aussi avec nous Patrick Hamel. Patrick est agent de recherche au bureau du recteur et c'est lui qui a mené la priorité institutionnelle qui s'appelait Tisser des liens durables dès 2019 et qui a mené ensuite à la création du bureau dont est aujourd'hui responsable Samuel Rainville. On aura aussi avec nous Anthony Caron, qui est conseiller en soutien aux étudiants autochtones de l'UQTR. Alors, Anthony est formé en psychoéducation et en médiation interculturelle et il prend soin d'adapter sa pratique pour offrir un accompagnement culturel et respectueux, sensible pour les étudiants et la population qui l'accompagne. Ensuite, enfin, 6e et non la moindre, Émilie Hubert-Houle, qui est spécialiste en éducation au Bureau des relations de l'engagement avec les premiers peuples. Émilie est géographe de formation. Elle travaille en milieu autochtone depuis déjà 2009 et entre autres, elle pilote la stratégie éducation autochtone du plan stratégique autochtone 2025-2027 de l'UQTR. Donc, merci à vous tous d'être là avec nous, de prendre la parole et de nous faire part effectivement de votre expérience à travers cette démarche-là, comment chacun à votre tour vous avez contribué. Ils vont nous mettre en lumière effectivement des pans peut-être souvent de l'action qu'on ne voit pas
toujours clairement de l'extérieur et donc nous permettre ainsi d'avancer collectivement dans ce travail touchant les premiers peuples. Mais avant de leur donner la parole, on a deux courtes interventions par vidéo. On a d'abord le recteur, M. Christian Blanchette, qui vous souhaitait vous adresser quelques mots qui sont bien sentis par rapport au travail qui est fait à l'UQTR. Donc, prenons le temps de regarder et de l'écouter. Kwekaskina, Nimereten, Ewa Minoguk. Bonjour à tout le monde. On m'a dit que vous étiez nombreux à avoir répondu à l'invitation pour ce webinaire. Plusieurs d'entre vous travaillez dans un établissement du réseau de l'Université du Québec, mais vous êtes aussi plusieurs à provenir d'autres milieux. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous partagez cette idée essentielle. L'engagement auprès des premiers peuples est une démarche qui demande du temps, de l'écoute, de l'humilité et une réelle volonté de travailler ensemble. À mon arrivée en poste comme recteur à l'UQTR, cet engagement s'est imposé comme une priorité institutionnelle, mais aussi une priorité du rectorat. L'histoire nous rappelle que les établissements d'enseignement ont profondément marqué les relations entre les Autochtones et Allochtones. Et dans certains cas, ils ont laissé de grandes blessures encore très vives. Cette réalité nous oblige à examiner notre rôle et à avancer avec une volonté de changer nos façons de faire. L'UQTR a entrepris une démarche afin de bâtir une relation de réciprocité avec les premiers peuples et d'offrir un environnement socialement et culturellement sécuritaire où chaque personne peut développer son plein potentiel. Depuis déjà longtemps, l'UQTR est riche d'initiatives mises en place par nos chercheuses, par nos chercheurs, par nos équipes et par nos partenaires autochtones. Depuis la constitution de notre initiative Engagement vers les premiers peuples, notre rôle a été de rassembler ces efforts et de se donner ensemble une direction et de bâtir une pierre à la fois des liens durables qui transforment notre culture institutionnelle. Mais ce travail ne repose pas seulement sur une seule équipe. Chaque membre de notre communauté universitaire a un rôle à jouer. C'est dans cet esprit que nous avançons à l'UQTR en co-construction avec nos partenaires, avec les communautés autochtones et avec nos étudiantes et nos étudiants. Le chemin est encore long et nous avons beaucoup à apprendre. Mais notre plan stratégique autochtone 2025-2027 est un guide essentiel pour avancer et ancrer cet engagement au cœur de notre université. Mais dans ce parcours, il faut avant tout laisser la parole à celles et ceux qui œuvrent au quotidien à faire vivre et grandir cette démarche. Ils nous raconteront comment, à leur façon, ils ont contribué et contribueront à tendre la perche entre allochtones et autochtones pour construire un collectif dans le respect de tous. Je les remercie, Jacques Néwashish, Julie Roch, Patrick Hamel, Anthony Caron, Émilie Héberroul et Samuel Rainville. Sans plus attendre, je laisse la parole à Jacques Néwashish pour l'ouverture cérémoniale. Merci, miigwech. Kwek did no, kwek skinachio. Jacques Néwashish ndeshnekazon. Adekamek nervizo, omedashirino. Megun dot kuna megun. Jimuro armoan ki jimuro diani denhi ki jabjita ki jodi bidik. Koye diguk. Emret teman. Am hiduk. Uda nerizu aski. Adekamek aski. Kabach ndakshken unut uda. Pomptian uda bitremik. Skina mo dog mugo kashtamshak. Vijne kade emtegumranuk. L'université de Trois-Rivières. Agude Pomptian en Anouzian. Agudo da no dimiruin. Kijiki wa magnet nervizio.
Kabache pomtet oda. Kabache madizit. Et konuma kabache. De Louisinan. Et konmak. Pemad ziwin. Et konmak. Ejikster tamak. Ejikster tamak. Metende pomtean oda. Ewa mi ge kaksina mazdik. Tan gutej na guzit. Mereten gut neskino she pajan. Jaw magnit ne ruizio. Jawa magnit pomtean de nin. Ta boni pomtean odadish. Nimidan, nimirog, ne ruizin. Nimidan, ne ruizin. Jikskir temek. Jiksker meu. Ema dish nervizio. Trono gister chigewin. Sakhewin. De trunen an gabat. Aweche meretmande epa pomtian. Awa mige grga. Kabendek snama zdik. Nervizio. Skinigio squaw. Meteni ewa mige kende pomtian oda. Kende orid mix kino she pachikian. Nojam win. Chikar modman. Tani ne eji tudamak. Tani eji drog kabut dat sukanan. Drog kabut dat sukanan. Dikskettim yok. Dikskettim yok kirvav. Dimuruk skerim yok nerviz yok. Mi gwatsag dit no ke bendot yok. Ke skuminat. Écoutez. Alors, Miigwech, Jacques Néwachich, vraiment magnifique. Je pense que malgré on pourrait dire en virtuel et à distance dans la vidéo, on a bien senti sa présence, puis on comprend le rôle aussi qu'il joue dans votre institution, hein, comme aîné en résidence depuis 2023. Donc, merci d'avoir partagé la vidéo. Maintenant, on va donner la parole à nos 5 personnes qui sont présentes. Je me tourne d'abord vers Samuel en premier, qui est directeur, tout à l'heure, on l'a dit, du nouveau bureau récent, en tout cas. L'idée, effectivement, peut-être pour démarrer un peu la conversation, Samuel, c'est peut-être que tu nous donnes un petit peu ta lecture de comment vous avez structuré l'ensemble de vos travaux qui ont avancé, on a l'impression, de l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, rapidement et à pas de géant. Mais derrière, il y a toutes sortes de fils qui ont été attachés. Et donc, peut-être si tu peux nous situer rapidement, puis ensuite on va entrer là, après à tour de rôle dans les contributions plus spécifiques. Avec plaisir, oui. Bonjour Marie-Josée, très content de pouvoir discuter avec toi, mais aussi avec tout le monde qui sont présents. Vous avez répondu vraiment en grand nombre. Sur une heure de lunch, c'est précieux de vous avoir avec nous. Puis, juste avant peut-être de répondre à ta question, de dire à quel point, tu sais, de revoir une intervention de Jacques qui est avec nous quand même à 2 jours semaine ici à l'UQTR. Encore, tu sais, même si on le voit depuis, ça fait 2 ans que je travaille, ça fait encore ce même effet-là de me sentir bien, de me sentir chez moi. Puis Jacques continue de nous guider dans le chemin de ce qu'on fait à l'université depuis le début. Puis je tiens aussi à souligner l'effet transformateur que Jacques dans l'université, que ce soit dans les salles de classe, dans les travaux qu'on mène auprès des professeurs. Et le rôle qu'a un aîné dans les établissements est incontournable, est indispensable. Puis c'est une marque de respect aussi au savoir traditionnel
qui sont tout à fait pertinents en milieu universitaire. Oui, l'université a fait des pas de géant. Puis vous l'avez vu avec le titre, on ne pouvait pas parler de notre engagement sans parler de l'importance de la contribution collective de plusieurs personnes. Les dossiers autochtones dans les organisations sont portés souvent de façon assez individuelle, comme si c'était une thématique. Bon, qu'est-ce que c'est fait? On va attitrer une personne, puis on va se dire cette personne-là nous guidera en matière de réconciliation. Ce qu'on réalise beaucoup, c'est que les dossiers de réconciliation vont toujours toucher tous les paliers des organisations. Fait que même si on loge, par exemple, au service aux étudiants, ou même si on loge en formation ou en atelier de sensibilisation, comme il y a un volet qui découle directement de la commission Vérité et Réconciliation, il y a toute une responsabilité diplomatique et politique qu'on veut aller saisir comme institution. On veut unir des sociétés, hein, la société québécoise, la société autochtone, mais il y a tout le temps une dimension à haut niveau qu'il faut aller saisir. Et je pense que c'est un peu une des grandes clés que su saisir l'Université du Québec à Trois-Rivières, déjà quand ils ont commencé leur démarche autour de 2020, bien avant mon arrivée. Et moi, ça m'a plu, ça. Je l'ai vu de loin qu'on donnait enfin la bonne place au dossier de réconciliation, au dossier autochtone dans une institution. Et je pense que c'est une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est non négociable pour le succès d'une démarche. Parce que sinon, les gens vont s'épuiser à tenter de faire ces initiatives-là seuls, chacun de leur côté. Alors, je suis très, très content d'être accompagné de mes collègues, de l'équipe. Vous n'avez qu'une seule portion de l'équipe avec nous. Il y a différentes personnes qui ne sont pas présentes. On va en parler un petit peu plus tard. Mon premier mandat, à la mise sur pied du bureau des relations et à l'engagement auprès des premiers peuples, ça a été de structurer ce qui était déjà existant, la mobilisation, le dynamisme existant dans l'université, parce que c'était porté seul, mais quand même par plusieurs personnes. Et là, on a développé avec un groupe de travail qui s'appelle le Conseil Chapoutoine, qui est constitué de plusieurs professionnels, professeurs autochtones, professeurs allochtones, une vision, un plan, le plan stratégique tisser des liens durables avec les premiers peuples. On s'est donné 3 premières années. C'est un plan de structuration interne. Donc, c'était de se dire, là, il y a du travail à faire. C'est vaste. Le dossier autochtone, c'est pas que les étudiants autochtones. Évidemment, c'est pour eux qu'on le fait. Mais ça touche toutes les missions de l'université. Puis, je pense que c'est pas tout le temps, quand on commence ces démarches-là, c'est que les relations avec les premiers peuples, c'est un champ disciplinaire qui peut développer dans à peu près toutes les sphères de la société. C'est quoi les relations avec les premiers peuples? C'est pas juste d'être en contact avec une personne autochtone, c'est des relations de nature gouvernementale auprès des gouvernements autochtones. On a construit toutes sortes de secteurs de la société sans développer des alliances avec les organisations autochtones. Quand on est une université, on a cette responsabilité-là de bâtir des liens, pas juste des liens relationnels, qui sont importants, mais des liens structurants avec des organisations autochtones et des partenaires autochtones. Mais au préalable à ça, il faut préparer chacun des secteurs de l'université. Puis c'est vraiment à ça qu'a servi le plan tisser des liens durables avec les premiers peuples. Donc il y a 3 grandes stratégies qui nous guident. Puis chaque stratégie, on leur a donné un moteur pour qu'ils puissent venir appuyer ce qui était existant. C'est pas juste de se fixer des actions un peu en se disant « j'espère que ça va fonctionner ». C'est de se donner les moyens pour faire avancer les stratégies qui vont venir donner de l'impulsion à chacun des grands chantiers qui sont pour certains déjà actifs à l'université, puis pour d'autres qui sont des nouveaux lieux de mobilisation. Puis on veut apprendre à faire les choses de la bonne façon. Puis on peut pas prétendre qu'on est connaisseur de toutes les approches à contexte autochtone ou de tout ce qui va fonctionner avec des partenaires autochtones. Mais l'équipe a quand même développé plusieurs habiletés à travers les années, que ce soit les partenaires autochtones que mes collègues autochtones, qui nous permet quand même de faire un accompagnement profond, puis une prise de conscience de qu'est-ce que c'est réellement l'engagement avec les premiers peuples. Puis ça, ça se passe beaucoup en relation avec les alliances qu'on crée à travers notre université. Puis on remercie à toutes les personnes d'ailleurs de notre université qui répondent présents à l'appel quand on a besoin d'aide.
Voilà pour la première question, Marie-Josée. Oui, mais écoute, tellement bien répondu. On a déjà beaucoup de matière. Samuel, merci beaucoup. Mais retiens l'idée là que, autrement dit, tout n'arrive pas naturellement, même si on est de bonne volonté, même si on est mobilisé. Tu as dit structurer la mobilisation, puis donc se doter d'outils pour effectivement aligner les relations avec les partenaires externes et les personnes à l'interne. Très intéressant comme orientation, puis je pense à retenir certainement. Puis je pense qu'il y avait un élément aussi, tu disais, quand tu es arrivé en poste, tu as eu, en fait, les conditions gagnantes que tu voyais, je pense que tu en as nommé quelques-unes, là, qui étaient Ouais. d'abord d'avoir l'engagement proche du recteur, je pense que tu l'as bien nommé, les relations avec l'externe à développer, à renforcer, puis même des collègues à l'intérieur, si je me trompe pas, ou Ben oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de collègues là-dedans. Puis d'ailleurs, ben, je t'envoie une fleur, Marie-Josée, parce que oh. on a la chance dans le réseau EQ d'être un réseau d'établissements engagés. Puis il y a des établissements comme l'Université d'Abitibi-Témiscamingue, l'Université de Chicoutimi qui étaient engagés depuis bien longtemps, puis qui ont su mettre la table. Puis au réseau EQ, Marie-Josée, le travail que tu fais et l'équipe, ben, permet de dire ben c'est une action qui doit être concertée à l'échelle nationale, là, le dossier de réconciliation. Donc ça fait partie des forces qu'on a. Puis ces réseaux-là, ben je sais que c'est pas tout le monde qui a accès, mais on peut les créer. Hein. Il faut les créer. Le, j'ai vu cette annonce-là d'un poste un jour de direction. Déjà, c'est un poste cadre. Ça fait quelques années que je suis les postes, les opportunités pour des professionnels en contexte autochtone. Un poste cadre, là, on parle vraiment de donner les moyens à une personne qui va mener les travaux. Mais le poste était rattaché directement au rectorat. Puis ça m'a complètement impressionné. Parce que là, je me disais, enfin, on est rendu à l'époque où les institutions se disent, ben non, le dossier autochtone, ce n'est pas une thématique, c'est un dossier de nature stratégique, c'est de nature aussi, il y a toute une notion de responsabilité morale, de responsabilité légale aussi. Puis juste une question de droits humains, là. Faut se rappeler que les personnes autochtones habitent dans leur territoire, puis n'ont pas l'option d'aller faire leurs études universitaires dans leur langue maternelle. Quand on est francophone, au Québec, on a ce droit-là de faire nos études en français. On y a accès. C'est pas le cas pour les étudiants autochtones. Donc c'est un peu avec cette vision-là qu'on veut bâtir des alliances. Et une des clés aussi, c'est qu'à Trois-Rivières, on a la chance d'avoir déjà un certain ancrage avec les populations locales. Il y a une population autochtone urbaine qui est présente, puis on a aussi une population des territoires, des nations autochtones. On est en territoire Atikamekw, la nation bien acquise aussi, une relation de long terme avec le territoire où nos campus sont installés. Notre responsabilité envers ces deux nations-là, elle est importante. Puis il y avait déjà des liens existants avec les deux nations et qui sont centrales finalement à ce qu'on essaie de développer pour la suite à l'université. Puis moi, de façon peut-être plus personnelle, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, wow, ok, je suis pas le seul employé autochtone. Pour une rare fois dans ma vie, je suis pas le seul membre d'un comité qui est autochtone. Quand je suis arrivé, j'avais des collègues qui m'ont fait une super accueil, mais j'avais une Julie Roch qui était là. Même à mon entrevue aussi. Mais ça l'a fait une différence. Je savais que je voulais travailler à l'Université du Québec à Trois-Rivières parce que je me disais, ça va faire du bien. Puis je veux passer la balle à ma collègue Julie. D'abord, la remercier pour tout l'accueil puis le soutien que tu me donnes. Puis je sais que toi, tu as vécu ton chemin de façon différente quand tu es arrivé à l'université. Ouais. Moi, je suis arrivée au mois d'août 2022 comme professeur en réalité autochtone, intervention psychosociale au département de psychoéducation et travail social. Début août, je rentre en poste. Puis on est après la pandémie. Les bureaux sont vides. Les corridors sont vides. Je vous cacherai pas que quand je suis rentrée, moi j'ai toujours été heureuse dans une école, dans une université. J'ai toujours trouvé, je peux pas dire trouver ma place, mais je me sentais toujours bien en établissement scolaire.
Quand je suis rentrée en poste, on m'a accompagnée, j'ai été accueillie par la directrice du département. On m'a remis les clés de mon bureau. J'ai demandé à ce que dans comment ça s'appelle ça, la signalisation à la porte de mon bureau, que mon titre en Innu soit affiché. Ça a été difficile dans les débuts de voir l'affichage de mon nom en tant que Kachikut-Majest. Ça a pris plusieurs, peut-être 1 an, 2 ans avant que mon nom soit affiché. Je suis rentrée en poste, je me sentais seule. Je ne le cacherai pas, je me sentais seule. J'étais comme à ma 2e année en milieu provincial. Ma première année, je l'ai passée à l'UQAC. J'arrive ici, nouvelle ville, nouvel environnement. Je connaissais personne. Je suis arrivée vraiment, puis il a fallu que je m'adapte, mais j'ai eu des personnes, parce que j'ai suivi une formation, c'est le programme pédagogique pour les professeurs, je pense, pour les nouveaux professeurs. Puis il y avait 2 personnes, il y avait Paul Gaudet, puis Céline Leblanc, puis qu'ils étaient là dans le programme. Puis les 2 avaient un accent paspaya. Et juste ça, ça m'a rassurée. Juste ça, ça m'a sécurisée. Parce qu'on n'est pas loin des gens du Havre-Saint-Pierre quand on vit à Ouachita-Maloutenam. Alors, on est habitué à cette relation-là. Par la suite, j'ai rencontré Émilie. Émilie a commencé à m'inviter dans ses activités, à déposer des demandes de financement également pour certains projets. J'ai été approchée également par Patrick. Puis Patrick, il m'a présenté le projet Tisser des liens durables, m'a invité à siéger également à l'intérieur là, du comité en place. Ce qui a été dans les débuts, puis je parle beaucoup, je suis très ancrée dans ma langue, je suis très ancrée dans ma culture, dans mes savoirs. Moi, j'ai toujours vécu en communauté. Alors, la vie collective, l'approche communautaire, la famille élargie, les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, on vit dans l'entraide, on vit dans le partage. Je suis habituée à ce mode de vie-là. Puis je suis habituée également à faire des liens avec l'expérience, avec l'environnement, avec la faune. J'ai été élevée comme ça. Les savoirs que je possède aujourd'hui, ça m'a été transmis par mes 3 mères. J'ai eu 3 mères au cours de ma vie. J'arrive comme ça, en milieu universitaire. Puis, quand j'ai suivi le programme pédagogique pour les nouveaux professeurs, j'ai frappé un mur parce que on nous avait posé une question. Puis moi, j'étais dans mes réflexions, je voulais échanger, dialoguer. Non, répondez à la question, madame. Répondez à la question. Vous répondez pas. Puis ça a été un premier choc pour moi. J'en vis des chocs comme ça. Mais j'arrive à les nommer. Puis quand j'ai rencontré Émilie, quand j'ai rencontré Anthony, quand j'ai rencontré Patrick, parce qu'on était juste 4 avant. Avant que Samuel arrive, on était juste 4. Puis Émilie puis moi, on se parlait des fois, puis on se sentait quasiment... On avait l'image d'un champ de blé. Puis Émilie est en train de cultiver ou de débroussailler ou son champ de blé. Là-bas, je la voyais. Puis moi, j'étais au département, j'étais en train de débroussailler ma place aussi. Anthony était là-bas, Patrick était, mais on n'était pas ensemble. Par contre, la relation était là, le lien était là. Ça s'est fait vraiment tout de suite de façon naturelle. L'accueil, l'écoute, l'espace, la bienveillance, je l'ai eu de façon naturelle. Quand je leur parlais, je pouvais leur parler en fonction de ma vision du monde en tant que femme Innu. Puis je sentais qu'ils étaient dans l'accueil, dans l'écoute. À un moment donné, Patrick m'envoie l'affichage de poste pour le poste de directeur. Puis quand Patrick, avec sa direction,
m'envoie l'affichage de poste, puis on me demande de mettre mes commentaires. Puis c'était vraiment un affichage de poste vraiment très occidental. Très occidental. Puis moi, ce que je voulais, je l'ai lu, je l'ai réfléchi, j'ajouterais ça, je l'ajoute pas. Oui, mais en tant que Première Nation, si on va embaucher, alors je l'ai réfléchi, je l'ai commenté. J'étais à l'aise avec, si on veut embaucher une personne issue des Premières Nations pour un poste de directeur, à mon avis, c'est ce profil-là. Alors, j'ai commenté, puis quand j'ai envoyé l'affichage de poste, à Patrick et à sa direction, je l'ai envoyé par courriel. Mais je me fermais quasiment les yeux en cliquant sur « Envoyer » parce que avec ma vision en tant que Faminou, que professeur autochtone, je sais que j'ai une autre vision, je sais que j'ai une autre mentalité. Puis là, on me remet un document occidental, je l'habille, je le nourris, je mets des couleurs, puis je l'envoie, mais j'ai stressé. J'ai stressé quand je l'ai envoyé. Puis j'ai été intègre aussi, je l'ai dit, c'est avec une gêne, puis c'est pas un manque de confiance, c'est juste parce que on le sait qu'on est dans un autre milieu, on sait qu'on est dans un autre environnement. Puis Patrick m'a envoyé un courriel, c'est ça qu'on veut, Julie. Puis la directrice m'a envoyé, on va prendre ce que tu nous as donné, puis on va l'afficher avec ce que tu nous as donné comme commentaire. Puis on a fait l'affichage de poste. Puis là, on va on passe les entrevues. On rencontre Samuel, mais il y a eu plusieurs personnes, on était rendu à lui. On rencontre Samuel, mais Samuel, quand il nous a parlé, là, on était comité de sélection, puis Samuel, quand il nous a parlé, puis qu'il nous avait dit, quand j'ai vu l'affichage de poste, je me suis vue en tant qu'Inou dans l'affichage de poste. Je me suis reconnue. Puis là, on est en entrevue, on est dans un cadre formel. Mais moi, en dedans, là, j'avais le goût là, de me virer de bord, puis de regarder la directrice, puis de lui faire un high five, mais fallait rester quand même, je vais dire, dans le cadre. Je rentre dans un nouvel environnement, je rentre dans un cadre, mais moi, j'ai besoin de cet espace-là. Puis quand Samuel est entré, je savais qu'il y avait sa vision allochtone. Puis je savais qu'il y avait sa vision autochtone. Puis moi, le plus possible, je travaille son côté Innu. Puis on travaille beaucoup ça, puis des fois, je le pousse. C'est Samuel. Ils ont voulu. Ils se sont engagés envers les premiers peuples. On va prendre les espaces, mais les espaces à prendre, des fois, il y a les règles. Souvent, il y a des règles. Souvent, il y a des procédures. Souvent, il y a quelque chose là, Le cadre, il reste là. Le cadre, il reste là, mais c'est ces espaces-là à l'intérieur des cadres qu'on peut se permettre puis qu'on peut comme évoluer ou se permettre d'être en tant que Première Nation. Puis c'est ça que j'aime. Puis j'ai d'autres collègues aussi. Là, on a des liens, on a des formulaires à compléter. Il faut aller dans ce site-là pour aller faire une demande en service technologique. Mais j'ai ma collègue ici avec qui j'ai créé un lien affectif, un lien de confiance. Puis je m'envoie juste sur Teams. Caroline, je dis, il faut que je fasse, j'ai ça à faire pour faire une demande. Elle fait la demande pour moi. Il y a des procédures, il y a des guides, il y a des liens, il y a des formulaires à compléter. Mais je le fais avec les gens avec qui je suis proche, vraiment avec qui j'ai créé un lien de confiance. Puis le Conseil Chapoutoine,
Là, on a mis un conseil Chapoutoine en place, on a réfléchi le plan institutionnel, on l'a réfléchi ensemble. Puis on a pris, je vais dire, l'image d'une envolée d'outarde. Puis on est allé aussi, on construit notre Chapoutoine ensemble, perche par perche. Puis il y a tout le temps comme des images ou une expérience en lien avec l'environnement, parce que quand on discute, quand on échange, mes collègues sont beaucoup ici. sont beaucoup ici, puis je les écoute, puis je m'en viens ici, puis je m'en viens avec des expériences, puis avec ces expériences-là, je partage. Moi, je vois une envolée d'outarde. Moi, je vois un enracinement. Moi, je vois la construction d'un chapoutoine. Moi, je vois le chemin d'un portage. Puis on se met tous d'accord ensemble pour aller chercher ces deux perspectives-là. C'est comme ça mon arrivée ici à l'UQTR, puis c'est une force, puis je leur dis souvent, parce que je quitte une communauté. Ma famille, ma parenté, les cousins, les cousines sont toutes, mes ancrages sont dans ma communauté. J'arrive en milieu provincial, j'ai besoin de cette vie communautaire-là, j'ai besoin de cette vie collective-là. Tes étudiants aussi, les étudiants autochtones dans ta classe, ils ressentent ça. Oui. T'as ce lien-là que tu as su créer, un lien de confiance. Donc maintenant, tu as ton réseau à toi. Puis à ton tour, ben, tu crées cet environnement-là pour une nouvelle génération de jeunes autochtones. Oui, oui. Je me donne, je peux pas dire un mandat, je pourrais plus dire une mission de vie. Je quitte une communauté, j'arrive dans un nouvel environnement, il y a comme un chemin de portage à ouvrir. Mais le chemin du portage à ouvrir, il est nouveau. Ben, il est nouveau, mais c'est parce que des fois, je reçois des coups de branche ou ben Mais j'ai des collègues ici pour me soutenir, pour m'accompagner. Mais je le fais pour les étudiants à venir, les étudiants qui sont en arrière, qui entreprennent des études au niveau premier cycle, deuxième cycle, puis éventuellement troisième cycle également. Mais ces étudiants-là, j'en ai rencontré 3 en psychoéducation la semaine dernière. Puis il y en a il y a un étudiant à Tikamek qui a voulu présenter son travail. Puis là, il nous a comme interpellés, moi puis une agente de recherche au département psychoéducation. Puis il y avait 2 autres étudiantes à Tikamek de Manawan. On l'a écouté dans sa présentation. Puis il a pris un modèle en psychoéducation, puis il a fait un maillage, puis il est allé chercher les savoirs de ses parents, les savoirs des aînés, les savoirs de sa famille élargie. On l'entend. Il est allé chercher ça, ça lui a été transmis, puis il a mis ça, il a inséré ça dans son document. Puis là, il y a une des 2 étudiantes, c'est venu le chercher. Parce que les étudiants, lorsqu'elles ont partagé, c'est qu'elles sont conscientes que les modèles sont occidentaux. Comment je peux faire vivre ma langue, ma culture, mon identité à l'intérieur des modèles, puis retourner en communauté pour pouvoir travailler au développement puis au mieux-être des communautés. Parce que c'est ça c'est notre mission. On quitte la communauté, puis c'est les attentes aussi de nos familles. On quitte les communautés, on vient s'instruire, on reçoit la formation, on reçoit des outils, puis après ça, ben, c'est tout occidental. C'est des outils, c'est de la matière occidentale, une vision occidentale, puis on retourne en communauté. Puis l'étudiante à Tikamek, elle avait dit, je veux pas me dénaturiser. Mm-hmm. Puis ça vient chercher, puis c'est ça aussi. C'est profond. Il y a tout un travail à faire. J'allais dire qu'il y a tout un travail à faire aussi dans ton département, parce que là, ils sont chanceux, ils peuvent te voir une fois de temps en temps, mais c'est le département de psychoéducation travail social. Il y a tout un groupe de gens à
à faire venir dans notre envolée doutarde, là. Oui, oui. Là aussi, quand je suis arrivée, je suis convaincue que les gens au département de psychoéducation, parce que c'était psychoéducation seulement à l'époque, ont réfléchi pour offrir un siège à l'intérieur de son assemblée à un professeur autochtone. Je l'ai, mon siège. Je sais, c'est ma place, c'est mon siège, puis tout ça. C'est juste que c'est beaucoup plus en lien, tout le temps en lien avec mon identité en tant que professeur autochtone, m'asseoir dans ce siège-là. Quand je suis arrivée dans les débuts, j'avais le directeur du programme de premier cycle avec une étudiante Innu en psychoéducation qui ont déposé une demande de financement pour un projet de sécurisation culturelle là, dans les programmes en psychoéducation. La première année, mais ça a été beaucoup d'aller chercher les bonnes pratiques ou ce qui se faisait ailleurs. Dans la deuxième année, quand je suis rentrée en poste, les deux sont venus me rencontrer pour voir si je voulais collaborer avec eux autres. Quand je suis là, je les ai écoutés, ils m'ont présenté leur projet, je les ai écoutés, mais c'est comme je vous disais tantôt, moi j'ai toujours des images. J'écoute, mais j'ai toujours des images là, qui m'interpellent par rapport à ce qui est présenté. Puis dans ce cas-ci, je voyais le chemin d'un portage. On fait appel aux organisations Premières Nations, on fait appel aux organisations du réseau UQ, du ministère de l'Enseignement supérieur, on fait appel à nos collègues ici à l'UQTR, on met un comité en place. Puis la première rencontre, c'est un forum en milieu neutre. Deuxième rencontre, on invite les gens à l'UQTR. Troisième rencontre, mais je dis rencontre, mais c'était des campements. Premier campement forum, deuxième campement, on vient à l'UQTR. Troisième campement, on s'en va à la communauté. On est allé à Wemotaci. On a été en mesure de mobiliser environ 25 personnes, des professeurs en psychoéducation, travail social, des directeurs également, département, directeur de programme. J'ai demandé le soutien du Conseil Chapoutoine pour m'accompagner dans l'organisation du troisième campement. Il y avait l'ordre aussi. Puis l'ordre, on a été en mesure d'aller chercher 2 représentants à l'ordre des psychoéducateurs. Venez voir dans la communauté. Toutes les 25 personnes, on était à peu près 25, on a logé à la Tuque. Puis on est parti le lendemain matin, à 9 h du matin, on est parti à Wemotaci. On a roulé sur un chemin forestier. Puis là, c'était de vivre l'expérience. Ils étaient en immersion. C'était de vivre l'expérience, puis de comprendre, parce que moi, je suis convaincue que quand on vit l'expérience, on comprend mieux que si on nous enseigne ici avec des PowerPoint. Puis, ils ont fait le chemin. Après ça, on est allé à Wemotaci, on est allé manger dans un camp familial également pour le troisième campement. Ce qu'on a fait aussi, c'est on a réfléchi à des actions qu'on voudrait voir, à des actions à mettre en place au département psychoéducation travail social. Là, prochainement, on a une rencontre aussi pour voir à l'élaboration d'un plan de travail, d'un plan de développement, mais c'est pas moi, Samuel, ni Émilie qui allons réfléchir au plan de développement, c'est le comité en place. Puis le comité en place, je l'ai appelé le comité Atosishtaken. Ça veut dire les travaux en cours. Puis, ça a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans de créer les liens. Puis de réfléchir ensemble. On a été beaucoup dans la création de liens, dans la réflexion, à nommer des choses. Là, on est rendu vraiment à mettre
à réfléchir à l'élaboration du plan d'action, du plan de développement. Puis ce qui est comique, drôle, je dirais, c'est quand on a commencé dans les débuts avec le directeur du programme de premier cycle, qui a initié le projet. Puis quand je leur ai présenté, quand je leur ai partagé ma vision, mais je vois le chemin d'un portage avec des campements. Ça, c'est ma vision autochtone. C'est ma vision en tant que femme Innu. Puis lui, il disait oui. Il était tout énervé, il était tout excité. Il dit, on va faire des destinations. Puis j'avais l'impression qu'il se voyait en croisière à aller dans des destinations soleil. Mais c'est sa vision à lui. Puis ma vision à moi, c'est un chemin de portage. Puis maintenant, comment qu'on fait? Comment qu'on fait ensemble pour aller travailler vraiment, autant moi en tant que professeur Innu, qui est en milieu universitaire, qui est en milieu provincial, puis autant mes collègues qui viennent travailler dans les communautés aussi. Il y a un travail, il y a comme une bienveillance ou un respect à établir entre nos deux visions. Moi, je suis rendue là, dans mon cheminement. Puis, Marie-Josée, avant de te repasser la parole, tu sais, moi, mon travail, c'est de mener une démarche institutionnelle puis de mobiliser les gens. Julie est professeure dans un département. Son travail, c'est de faire la recherche, puis c'est de faire, faire de l'enseignement. Mais quand on est autochtone, on porte automatiquement, sans que personne nous le demande, puis on le porte avec sincérité, mais on porte la responsabilité de transformer son propre milieu. Puis ça, des fois, ça vient lourd. Fait qu'évidemment qu'on a eu ce réflexe-là de le faire ensemble. C'est précieux. Puis l'engagement du département, pas juste du soutien institutionnel, mais du département, là, quelque chose qui est proche, bien, est aussi essentiel au déploiement de projets. Écoute, mais Samuel, je pense que tu mets bien les points sur... Mais d'abord, merci beaucoup, Julie. Je pense que c'est super important de comprendre, effectivement, comme tu nous racontes bien, c'est des moments concrets dans l'expérience, là, comme professeur, depuis l'entrée sur ce qui nous semble un peu banal, tu sais, d'avoir affiché ton nom avec ton titre en Innu sur à côté de ta porte, ça semble pas une grosse affaire a priori, mais on voit que nos institutions sont dans leur propre culture, effectivement. À l'université, on a des cultures. Et donc, pas étonnant, mais en même temps, on peut comprendre là, comment ça peut être au quotidien. Des petites batailles en quelque sorte qu'il faut à toutes les fois ajuster, trouver une solution, être innovant, être créatif. Puis je pense que c'était ça le but de l'exercice d'aujourd'hui, de montrer qu'une personne seule peut pas faire ça. Donc, puis je pense que tu as mis aussi, Julie, en ce sens-là, la lumière pour montrer comment il y a différentes personnes, heureusement, autour de toi. Donc, tant mieux s'il y en a à l'UQTR. On souhaite qu'il y en ait encore plus. On le souhaite qu'il y en ait dans tous les milieux. Puis aussi, peut-être une chose que je retiens, c'est qu'à un moment donné, il faut structurer le collectif. Hein. Ça revient un petit peu à ce que tu disais aussi dans ton travail, Samuel, c'est-à-dire que le collectif, pour vivre, il doit avoir des espaces pour se déposer qui sont pensés pour lui, qui sont pensés pour le travail qui est à faire, notamment des fois qui prend du temps, réfléchir, etc. Bref, générer des visions à travers des images fortes comme tu proposes, Julie. Bref, il y a vraiment un travail qui est demandé qui est en dehors, je dirais, de la boîte peut-être, mais pas tant. Je veux dire, c'est cohérent avec quand on fait des exercices de planification. Faut être cohérent avec effectivement notre mission. Donc, merci Julie de nous montrer tous des moments où on peut être meilleur en fait. Hein? Voilà. Puis maintenant, je reviendrai peut-être justement à Samuel parce qu'effectivement, Julie était là avant toi. Elle a fait du travail. Mais le tout n'était pas fait. Donc, toi, tu dis, effectivement, moi, j'arrive, puis mon rôle est différent. Donc, on aimerait peut-être t'entendre justement sur c'était quoi qui était préparé pour préparer ton arrivée avant. Et puis, peut-être c'est Patrick aussi qui va enchaîner, mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as vu qui était un incitatif aussi à te faire venir, je comprends bien, à l'UQTR? Ah ben absolument, parce que c'est des nouveaux rôles hein, dans les établissements. Donc, non seulement t'as à mener ton rôle, mais tu as aussi à le développer. Tu sais. Puis cette job-là, bon, elle peut être super intéressante. Tu
Tu sais, tu peux dessiner ton carré de sable, mais c'est de la job, c'est du boulot, puis il faut que tu aies une certaine connaissance de la navigation de l'institution, puis de ses mécaniques, puis de sa complexité. Puis ceux qui sont en milieu universitaire, vous le savez, le niveau de complexité. Moi, j'arrivais du milieu universitaire, donc c'était quand même pas trop mal. Mais il y a quelque chose qui a été fait à l'université qui a beaucoup aidé au démarrage. Puis, juste avant de vous dire quoi, tu sais, vous venez d'entendre Julie, là, puis d'avoir une personne autochtone à ses côtés qui hoche la tête quand tu fais ton propos, ça donne la force de dire ce que tu as le goût de dire comme personne autochtone. Fait que vraiment, c'est hyper important ce qu'on a. Mais on n'a pas que ça. On a des allochtones dans notre institution, puis j'ai hâte de d'entendre mes collègues là-dessus, qui hochent aussi de la tête à côté, là, puis qui disent oui, puis qui appuient ce qu'on dit, puis qui vont trouver une façon, à leur manière, avec leur position, de parler de l'importance de ce qu'on fait à l'université. Patrick Hamel connaissait pas les réalités autochtones. Puis à un moment donné, le recteur lui dit, ben là, regarde, on en fait une priorité à l'université. Bonne chance. Et t'es parti de là, Patrick? Oui. Donc, un petit peu avant l'arrivée du recteur en 2019, là, juste pour être exact, c'est l'arrivée du recteur qui a donné l'envol vraiment en 2021. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Merci Julie, merci Samuel, merci Marie-Josée. J'aime toujours écouter Julie parce que ces images peuvent nous mener loin. Hein? C'est souvent le point de départ de beaux projets qu'on fait avec la gang, le comité ici. Qu'est-ce qui a été fait auparavant? Bien, évidemment, un mandat, on se fait donner un mandat. Souvent, ça peut être épeurant, ça donne le vertige des mandats comme ça parce que c'est grand et c'est flou. Tu sais, quand on se fait dire qu'il faut décoloniser l'université, OK, on fait ça comment? Un petit peu, là, tu lis à gauche et à droite, puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein? On n'est pas très avancé dans tout ça. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être intégré. Là, merci à Marie-Josée, Evelyne aussi, qui est là en arrière-champ, à la TETRA, donc la table de travail sur les réalités autochtones. Rapidement, j'ai pu avoir contact avec des collègues très expérimentés d'autres institutions. Moi, j'étais en posture d'écoute. Au début, j'intervenais moins, j'apprenais. Donc, j'essayais d'aller chercher comment faire ça, mais surtout comment bien le faire. Hein? Donc, c'est important aussi de s'inscrire dans cette démarche-là d'une façon respectueuse. Puis c'est ça qui a mené toute notre démarche, puis qu'encore aujourd'hui, on ressent dans notre université. Donc, premièrement, l'humilité culturelle. Là, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'en apprends à chaque fois que je côtoie mes collègues. Ensuite, de la sincérité. Il faut le faire vraiment pour le faire. C'est un réel engagement en tant qu'institution, en tant que personne qu'on doit faire. Puis la réciprocité aussi. Ça ne doit pas juste servir l'université. Ça doit servir aussi notre collectivité, nos communautés, tous les gens à qui on offre notre enseignement et notre recherche, mais encore plus grand, notre communauté régionale aussi. Donc, ce mandat-là, comment qu'on l'a pris? Bien, premièrement, ça a été une démarche qu'on a dit que j'ai voulu très organique, qui s'est présentée de manière très organique. Je pense que Julie l'a bien exprimé, c'est que je me suis fié sur les gens qui étaient en place. Il y avait Émilie, il y avait Anthony, Julie est arrivée pas longtemps après, il y avait des Anne-Marie Leclerc aussi, là, je ne peux pas nommer tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui étaient déjà engagés. Sylvie Louellette, à la base, aujourd'hui, qui est retraitée, donc qui étaient déjà engagés. C'est ce qu'on s'est rendu compte au début quand je me suis lancé dans le projet, c'est que il y a beaucoup de gens déjà engagés. Mais ces gens-là, encore une image à Julie, l'image du champ de blé, tout le monde était dans son petit coin du champ de blé. Donc, ça a été de réunir ces gens-là puis de créer une synergie. Ça a été le premier gros morceau qu'on a fait, que les gens se parlent, qu'ils se connaissent, de créer un dynamisme fort. Et là, ce dynamisme-là, ça a collé. Il y a aussi une part de chance à travers tout ça, de personnalité des gens, mais ça l'a collé ensemble, puis les gens ont commencé à travailler main dans la main pour aller toujours un petit peu plus loin, en offrir toujours plus aux étudiants puis à notre communauté. Moi, d'un point de vue un peu plus institutionnel, la mission que j'avais là-dedans, c'était de soutenir puis d'accompagner ces gens-là, donc les écouter, les encourager, mais aussi, Julie parlait des formulaires, des financements et ainsi de suite, c'était de donner un coup de main, parce que souvent on se retrouve dans un lieu où on est seul, qu'on doit tout faire sans connaître tous les processus. Mais nous, on pouvait amener cette expertise-là un petit peu plus administrative. Donc, le rectorat en tant que tel, oui, a mené certains projets, mais c'est les gens sur le terrain au départ qui donnaient ce dynamisme-là.
Ensuite, ben, la deuxième étape qui est importante, mais c'est de donner une vision, de se définir une vision où on veut aller. Et là, encore là, souvent, on a des grandes ambitions, puis je le dis souvent, c'est que développer une vision, souvent, ça peut devenir une liste de souhaits. Mais il faut que ça s'ancre dans le réel, dans notre approche organique. Les gens, ils menaient déjà encore beaucoup de projets. Donc, on a décidé d'y aller dans cette façon-là. Donc, on a décidé d'y aller avec... on a lancé un inventaire, un questionnaire, là, vous l'avez tous reçu, sur quelles actions vous avez faites, quelles actions sont en cours, quelles actions sont prévues, vous avez prévu faire par la suite des choses. Et à partir de là, on s'est dit, ben ça va être notre base de notre vision. Voici ce que l'on fait déjà, ce que l'on veut faire. Donc, c'était les deux éléments importants. Donc, on savait ce qu'on voulait faire et maintenant ce qu'on peut faire également. Donc, on a investi des champs, parce que comme je le disais au départ, c'est très large, ça peut donner le vertige. Hein? Donc, de voir tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur de l'université, si on prend toutes les dimensions reliées avec les Premières Nations qu'on doit travailler pour aller ailleurs avec nos institutions. Donc, à partir de là, on a défini finalement nos 4 grands engagements. L'université, en fait, voulait faire un plan d'action, un plan stratégique, mais en discutant avec les différents comités, équipes de priorité, on s'est rendu compte qu'on n'est peut-être pas rendu là à se donner des actions précises et à noter dans le temps est-ce qu'on a réussi ou non. Hein? On doit vraiment aller chercher un engagement institutionnel. Donc, le plan d'action, plan stratégique, qui est devenu un énoncé de principe qu'on a mis de l'avant. Donc, c'est un engagement de notre université. L'énoncé de principe avait pour titre « Tisser des liens durables, apprendre, accompagner, échanger et agir avec les premiers peuples ». C'est un peu un fondement, un peu, je veux dire, philosophique, mais c'était comme le fondement de notre approche qu'on voulait. Et on se laissait une liberté d'action aussi, parce que c'était important de garder de la spontanéité dans cette planification-là, parce qu'il y a des gens comme Julie, comme Émilie, comme Anthony, Samuel, ouais, mais arrive, puis vous avez une idée, Caroline, que vous ne voyez pas, mais qui est avec nous. Il y a une idée, mais c'est le fun de le faire, c'est un autre maillage, c'est un autre partenariat, on encourage les gens à poursuivre dans cette optique-là d'aller de l'avant. Donc, une fois ces engagements-là définis, bien là, maintenant, il faut pérenniser le tout, hein, parce que je vous l'avais entendu déjà depuis le début du webinaire, mais souvent, ça repose sur les épaules d'individus. Donc, ce qui fait en sorte que quand cet individu-là part, quand cet individu-là change peut-être d'orientation ou d'intérêt, ou des fois, on ne se le cachera pas, là, c'est des mandats cachés, les gens aussi devenaient fatigués et abandonnaient tout simplement. Ils faisaient leur contribution personnelle, mais arrêtaient d'essayer à un niveau plus institutionnel. Faut le dire, là, ça arrive souvent aussi. Faut pérenniser. Ces individus-là partent et les projets partent avec. Donc, on s'est rendu compte qu'il faut, dans le temps, que ça perdure. Et c'est là que la dernière partie du mandat, ça a été d'organiser notre action ici à l'UQTR. Et en écoutant encore nos collègues de la TETRA qui avaient beaucoup d'expérience, puis on ne se le cachera pas aussi, il n'y avait pas de la compétition, mais beaucoup de demandes pour attirer et retenir le talent autochtone dans ces postes-là aussi. Hein, c'était un défi d'embaucher. Seulement d'embaucher quelqu'un, c'était un défi. Donc, on s'est dit, là, il faut que ce soit un poste de direction, rattaché au rectorat et temps plein. Puis, c'était pas la seule raison, c'était pas d'attirer les gens, mais ça devient déjà attractif, un petit peu plus. La raison pourquoi on est allé vers un poste de direction, c'est simple, parce qu'au début, on jonglait avec l'idée soit d'un coordonnateur, d'un directeur, puis moi, j'ai dit non, ça prend un directeur. Ça prend quelqu'un qui a une autonomie administrative au sein de l'institution pour porter les dossiers Premier Peuple, mais aussi pour prioriser, pour définir. Nous, on va là et on a les moyens d'y aller. Ça, c'est super important. Mais aussi, c'est que cette personne-là, qui représente tous les dossiers Premier Peuple, et que cette personne autochtone-là est assise à la table des décideurs aussi, au même niveau. C'est pas une personne interposée entre elle et les autres gestionnaires. Cette personne-là est là, a l'autonomie administrative de gérer son unité, puis peut mener à terme des projets. Donc, il y a un pouvoir d'influence qui s'installe, mais aussi de collaboration d'égal à égal. Puis, finalement, au rectorat, mais c'est institutionnel, hein? Donc, ça touche tous les pans de ce qu'on fait dans l'université, puis même à l'extérieur. Donc, ça va de soi, ça doit être porté, selon moi, là, il y a d'autres manières de faire, mais au rectorat, pour cette raison-là, aussi le message que ça lance dans la communauté. Donc, c'est une priorité institutionnelle, ça l'est depuis 2021. Le recteur, quand il est arrivé en 2021, notre nouvelle planification stratégique, l'a regardé et il a sorti des éléments et c'est là une finalité qu'on a appelée touchant les premiers peuples. Et je dois dire qu'on a vécu un 180 degrés à ce moment-là du point de vue institutionnel.
l'engagement institutionnel, la volonté réelle, avec humilité, avec sincérité et dans le but d'être réciproque, avec la réciprocité. Mais là, tout est devenu plus facile. De dire qu'on veut une direction, qu'on veut faire un bureau, de donner les moyens aux gens d'aller de l'avant dans leur engagement. Tout est vraiment devenu très simple à ce moment-là. Toujours des défis, parce qu'on débrousse des sentiers que d'autres personnes n'ont jamais pris auparavant, mais ça nous donne les ailes et on a le support pour y arriver. Puis ça nous a même permis quand même assez facilement. Maintenant, on a un espace extérieur dédié, le Wasca Tapis. Puis on a tenu, Samuel venait juste d'arriver, là, qu'on a finalisé, mais j'ai dit, il faut que le titre passe dans notre comité de toponymie. Donc là, maintenant, on a un lieu officiel en langue atikamekw, le Wasca Tapis, qui est notre lieu dédié. Et tout ça, c'est parti, cette réflexion-là, justement, d'une image de Julie qui m'a dit, on cherchait quoi faire pour marquer la présence des Premières Nations dans notre université. Mais elle a dit, ben, on cherche toujours des belles grandes idées, hein, somptueuses. Ben, elle dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne plante pas un arbre? Et le jour de l'inauguration du Wasca Tapis, mais ça a été aussi, on a planté 6 arbres, donc autour du lieu pour cet enracinement-là. Donc, c'est la démarche qu'on a fait ici, la volonté institutionnelle, mais aussi étape par étape, toujours basée sur les forces en place, puis soutenir ces personnes-là pour aller atteindre des nouveaux niveaux. Puis avec l'arrivée de Samuel, le premier directeur du bureau, on l'espère de pour longtemps, ça lui appartient. Mais avec l'arrivée de Samuel, là, c'est vraiment, on a pris un pas de plus, une vitesse plus grande, un directeur dédié à 100% au dossier touchant les Premières Nations avec une équipe. Ici, à part moi, tout le monde ici est dédié pour les premiers peuples ici au sein de l'UQTR, donc un mandat réel, un mandat temps plein pour faire avancer les choses. Super. Et Patrick, un mandat qui peut-être donnait le vertige, mais que tu as réussi, à nous exposer de façon de maître, comme si ça avait été facile. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on doit retenir, mais en tout cas, on retient que c'est faisable. Je pense que c'est ça le message que vous envoyez aussi du QTR aujourd'hui. Nous, d'ailleurs, on s'en sert souvent comme un exemple concret parce que, comme vous l'avez dit au début, hein, certains sont beaucoup plus avancés dans des institutions depuis longtemps, mais ça veut pas dire que si on n'est pas commencé il y a 30 ans, 40 ans, on ne peut pas faire de pas importants. Mais ceci, moi, ce que j'entends, Patrick, de ce que tu dis, c'est vraiment, tu sais, c'est justement l'institutionnalisation de ces engagements-là. Au-delà des personnes, ça nous prend des personnes, ça c'est clair. Ça nous prend des personnes de différents secteurs, mais après ça, il faut les coordonner puis que ce soit ancré dans des règles, des procédures qui sont encore certainement à bonifier. Là. Je pense que pour les formulaires, on va tous être contents aussi, même nous, à l'automne, que ce soit plus léger, mais ça, c'est une autre histoire. Mais merci beaucoup d'avoir aussi bien expliqué de façon claire la démarche que vous avez menée. Puis on est content de savoir que le partage que faisaient les collègues de l'UQAD, de l'UQAC, ont pour toi été aussi utiles chez vous, alors que vous n'aviez pas nécessairement les mêmes couleurs. Donc, on voit qu'on peut emprunter les uns aux autres. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Et puis, je retournerai vers Samuel, effectivement, parce que toi, là, on l'a entendu, là, tout le travail qui était fait. Et y compris pour compenser ton poste, pour qu'il soit attractif et qu'il y ait de la rétention. Moi, je pense que c'est vraiment une belle sensibilité, là. Donc, qu'est-ce que toi, effectivement, tu vois comme les clés du succès, là? On a nommé plusieurs, mais probablement que les tiennes à toi en lien avec ton poste. Qu'est-ce que tu retenais de cette mise en place, si on veut, là? Mais je pense que Patrick a bien couvert. Peut-être un élément que je veux ajouter. Tu sais, quand je suis arrivé, Patrick avait une cartographie de l'université très développée, là. Donc, moi, là, avec Patrick, on a passé 2 semaines intensives ensemble, là. Après 2 semaines, j'avais une bonne lecture de l'université. Puis, tu sais, la manière que je l'explique, c'est là, je me sentais qu'on m'avait donné les règles du jeu. On m'a invité à jouer à un jeu de société. On m'a donné les règles du jeu, puis on m'a donné les dés pour y jouer. Puis, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, ça a été beaucoup plus simple de bâtir quelque chose, une vision, le plan stratégique qu'on a développé dans l'année après mon arrivée, sur une assise sérieuse puis rigoureuse. Puis là, si on se plonge un peu plus dans les stratégies. Donc, 3 stratégies à l'université. Une d'entre elles, c'est collaboration et fierté culturelle. Je vous parlais tantôt du droit de vivre son identité culturelle à l'université, quand on est autochtone. Encore à ce jour, peut-être quand on est dans la classe de Julie, on sent
qu'on a de l'enseignement culturel autochtone, qu'on va apprendre de l'intervention, dans le cas de Julie, qui va être pertinente en contexte autochtone. Mais autrement, on apprend le système de quelqu'un d'autre dans tous les autres champs disciplinaires. Bon, la visée est loin dans l'horizon, mais je veux que les gens le gardent en tête. Le jour où un jeune autochtone, jeune ou moins jeune, va apprendre des choses qui lui ressemblent, puis qui va pouvoir être mis en application, puis la faire croire, puis la faire épanouir dans son identité culturelle, là, on aura atteint un objectif. Puis c'est ça la stratégie collaboration fierté culturelle. Et on la porte conjointement avec les services aux étudiants. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'il y a un volet d'accompagnement, c'est certain. Parce qu'il y a parfois des défis dans le soutien académique, évidemment. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Les services aux étudiants, puis je me tourne vers mon collègue Anthony, ont un rôle important de construction de tout un réseau de collaboration dans la région. On se parlait pas avant. Il y a une population autochtone urbaine ici à Trois-Rivières très, très importante, puis on se parlait pas. Les services se parlaient pas. Puis quand je suis arrivé, déjà Anthony travaillait en pleine collaboration avec le Cégep de Trois-Rivières, l'agente de liaison du Conseil de la Nation Atikamekw. On est en contact avec les Abénaquis. On a un centre d'amitié autochtone qui est à 5 minutes à pied. On a signé une entente partenariale en arrivant. Mais Anthony le faisait déjà, allait sur place. Puis j'aimerais ça, Anthony, que tu nous parles un peu de ta façon de collaborer au-delà des murs de l'université. Oui, merci. Donc, c'est vrai que, tu sais, moi, en fait, je suis arrivé à l'université en début 2020, où j'avais l'impression qu'il y avait déjà des choses qui se passaient à l'université, des initiatives sincères, qui étaient parfois visibles, parfois plus invisibles, mais qui étaient portées vraiment par des gens de cœur. Puis un des premiers gestes qu'une de ces personnes-là a fait, je vais la nommer, c'est Sylvie Ouellette, qui était au département d'éducation, dont mon embauche en découle notamment. Un des premiers gestes qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a amené au Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières. Elle m'a présenté à l'équipe et puis c'est là que j'ai constaté toute l'importance du relationnel. J'ai rencontré plusieurs personnes là-bas, puis j'avais l'impression de retrouver un peu ce que j'avais ressenti pendant mes 8 années dans le Grand Nord. Cet esprit collectif, bienveillant, interculturel, assurément, mais tu sais, vraiment des rencontres significatives qui s'est faites à ce moment-là. Puis tu sais, oui, à l'intérieur de l'université aussi, je sentais qu'il y avait vraiment des belles choses qui se faisaient, mais qui étaient peut-être, c'est ça, un peu plus isolées, qui n'étaient pas institutionnelles, si je peux dire, à ce moment-là. Il y a eu j'aimerais ça vous parler peut-être des événements un peu plus marquants, je trouve, qui ont solidifié la collaboration interrégionale, si je peux dire. Comme je l'ai dit, pour moi, une des premières choses, ça a été la mise en place du milieu de vie Waska Wet'suwet'en, qui est juste à côté de l'université ici, et qui affiche maintenant complet. C'est rempli, il y a plein d'étudiants autochtones qui habitent maintenant, qui font le choix de venir faire des études postsecondaires ici à Trois-Rivières. Mais quand je suis arrivé, ce milieu de vie-là n'existait pas. Puis c'est vraiment eux qui ont installé un comité pour qu'on se rencontre. Chaque établissement postsecondaire pouvait y aller. Puis ça a été une des premières perches, je peux dire, où on a appris à se connaître, à travailler ensemble. Et ça nous a amené aussi à s'inviter mutuellement, inviter nos étudiants quand on faisait des événements, des conférences ou peu importe. On s'invitait mutuellement, puis je trouve qu'il y a vraiment une belle collaboration qui s'est installée à partir de
de l'installation de ce milieu de vie-là. Puis ça a mené à des projets aussi par la suite, des projets communs qui perdurent encore. Il y a un autre événement aussi que j'ai l'impression qui a tout changé, c'est le décès de Joyce Echaquan, qui a bouleversé tout le Québec. Ça a mis en lumière de manière brutale, si je peux dire, les réalités des premiers peuples qui dénonçaient depuis déjà longtemps. Mais j'ai l'impression que ça a créé, notamment à l'intérieur de l'université, une certaine urgence d'agir, un appel à en faire davantage. Donc, les alliés qu'on avait déjà à l'université, pour certains, ça s'est multiplié. Et puis, il y en a certains d'entre eux qui sont devenus des porteurs de projets, qui déposaient des appels à projets, puis qui en faisaient plus. Donc, j'ai l'impression que de plus en plus, on avait de plus en plus de monde, des alliés à l'intérieur de l'université qui rendaient notre travail parfois plus simple. Puis je reconnais aussi l'apport de chacun de mes collègues ici dans cette influence, dans cette mobilisation-là que je sens moi aussi, même si c'est vous qui les avez qui avez semé ces graines-là. La place des étudiants aussi dans tout ça, ils continuent à m'inspirer. Il y a des choses qu'ils ont faites dès le début, comme il y avait une association étudiante des premiers peuples qui existait vers les années 2010, mais rapidement, il y a des étudiants autochtones avec un fort leadership qui ont remis en place cette association étudiante-là qui existe toujours aujourd'hui, puis qui permet justement aux étudiants, qui leur donne un espace pour se connaître entre eux, se soutenir et organiser des activités aussi qui font du sens pour eux. Je reconnais aussi l'apport de mes collègues, Julie, qui notamment qui offre du mentorat, je le dis toujours comme ça, mais du mentorat informel aux étudiants les étudiants sont à l'aise d'aller vers elle, sont à l'aise de venir vers moi, je l'espère. Parfois, c'est un peu... des fois, on se questionne si on est la bonne personne. Est-ce que... je veux pas dire le sentiment d'imposteur, mais des fois, on a l'impression que on serait soutenu... peut-être que les étudiants seraient peut-être mieux soutenus par quelqu'un d'autre, mais je pense que la force du collectif fait que les étudiants sont bien, puis ils continuent. Puis ils portent leur culture avec fierté. Je pense que c'est un travail qui avance à la vitesse de la confiance. Je pense qu'aucune institution ne peut le porter seule. Puis, tu sais, honnêtement, oui, pendant la pandémie, je me suis senti seul, mais après, je me sens pas seul, je me sens plus seul grâce à eux qui sont ici autour de moi. Mais, tu sais, je pense à la communauté de pratique, les gens de la communauté de pratique qui soutiennent les étudiants des premiers peuples comme moi. Je pense dans la région, aux gens du Cégep de Trois-Rivières, Conseil de la Nation Atikamekw. Je pourrais en nommer plein, mais j'ai l'impression qu'il y a des avancées sur plusieurs fronts, tant à l'intérieur de l'université qu'à l'extérieur. Puis
on travaille ensemble, on avance ensemble. Puis c'est pas juste régional, je tiens aussi à souligner la collégialité des autres cégeps, institutions Kiuna qui veulent travailler avec nous, qui veulent travailler avec l'UQTR. Donc, je trouve que c'est vraiment encourageant pour la suite. Puis, Bravo. Bravo, Anthony. Merci beaucoup. Puis tu nous as parlé, je trouve, de façon différente. Tu sais, on parle souvent des services aux étudiants, le soutien aux étudiants, mais là, tu en as parlé effectivement dans l'esprit de comment, comme institution, le rôle que ça joue. Puis Samuel, c'est toi qui nous as mis sur la piste, à savoir que c'est par eux aussi que passe le développement des relations. Honnêtement, moi, j'apprends ça aujourd'hui. Je l'avais pas entendu comme ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis en plus, Anthony, ce que tu nous expliques, c'est des relations internes et externes. Hein, donc, dans les deux sens. Et en plus, ça peut des fois être des projets, mais à travers aussi des crises. Donc, les opportunités sont là, c'est ce que tu nous dis, et à nous de les saisir en quelque sorte pour être capable de faire, trouver la force du collectif là, que tu évoques, qui est notre première, je dirais, ressource un peu là, pour avancer ensemble là, plus loin. Là. Merci beaucoup, Anthony, pour ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis là, on a notre dernière invitée, non la moindre, hein, Émilie. Émilie qui a un rôle aussi différent, encore une autre expertise et qui est nécessaire aussi, un rôle aussi, je dirais, qui est un peu nouveau, hein, entrer dans les départements, accompagner la pédagogie et les professeurs. En même temps, qu'on l'a dit tantôt, t'es pas nouvelle, ça fait depuis 2009 que tu travailles sur ces questions-là. J'imagine que ça te sert, tout ce bagage-là, évidemment. Et en même temps, tu as un pied avec le bureau, avec Samuel. Donc, effectivement, comment travailler à l'intérieur d'un département? Est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots, là, parce que c'est sûrement quelque chose qui est pas simple. Non. Donc quoi? Non, c'est pas simple. Mais en fait, c'est un beau casse-tête. Moi, comme tu as dit, depuis 2009, je travaille dans les communautés, avec les communautés autochtones, dans plein de projets diversifiés qui, ultimement, ont bâti une expertise qui était assez unique. Là. Quand je suis arrivée en poste en 2021 au département des sciences d'éducation, moi, j'arrivais du territoire, j'arrivais d'être assise avec les aînés dans les toupiques à boire du thé, avec les chasseurs à ouvrir des phoques, avec les enfants à jouer avec eux au basketball, dans les communautés inuites là, surtout. Puis j'arrivais de congé de maternité de ma première petite fille, Abigail, quand ce poste-là est apparu un peu comme Samuel ou comme Julie. C'est le genre de poste que tu vois puis tu fais « Hé, il est écrit pour moi », tu sais. Fait que j'étais très, très, très heureuse de revenir à l'UQTR parce que j'y ai fait ma maîtrise, j'ai travaillé avec le département des sciences de l'environnement pendant longtemps aussi. Mais là, de revenir aux sciences de l'éducation puis d'aborder les programmes en enseignement, puis de réfléchir à autochtoniser puis décoloniser un département puis plusieurs programmes. Donc, c'était une bonne bouchée. Puis je me demandais vraiment comment j'allais réussir à faire ça. Puis c'est sûr que j'allais pas pouvoir le faire toute seule. C'est sûr qu'il me fallait des alliés. Mais moi aussi, c'était la pandémie en février 2021, donc c'était pas évident de trouver ça. Puis rapidement, en commençant à travailler dans ce poste-là, je suis tombée enceinte de ma deuxième. Donc, en faisant ma petite ligne du temps hier, je réalisais que je portais la vie quand j'ai mis les bases de ce poste-là. Puis en travaillant avec Jacques Niwachiche, puis qui nous parle souvent des enseignements qui viennent des Atikamekw, puis l'importance, c'est le rôle sacré de la femme de porter la vie. Hier, je trouvais ça vraiment beau que j'étais en train de faire ça pendant que j'essayais de trouver comment on organise ce travail-là vers l'avant. Puis moi, je restais vraiment ancrée dans ce qui est territoire puis dans introspection. C'était ça mes deux mots-clés quand j'ai commencé à travailler parce que je trouve que avant de vouloir décoloniser une institution, avant de vouloir décoloniser des cours, des programmes, des départements, ça commence par les individus. Puis il faut que les individus se posent la question, bon, moi, c'est quoi mon lien avec les premiers peuples? Je me situe où présentement? Comment je me sens? Puis ça n'a pas le choix de passer par un travail qui est personnel, puis qui n'est pas facile, qui demande du courage.
Puis, tu sais, on parle beaucoup d'humilité, mais ça demande du courage. Puis moi, là, je vais vous ramener beaucoup les 7 valeurs des Premières Nations, tu sais. L'humilité, mais qui demande de la vérité, tu sais, d'être vrai avec, bon, moi, j'ai grandi à côté de la communauté Mohawk, puis c'était raciste en tabarnak, parce que c'était la crise d'Oka des années 90, puis, tu sais, d'être capable, tout le monde a un bagage différent dans les professeurs, les chargés de cours, les étudiants avec qui je travaille, puis rapidement aussi, tu sais, dans cette introspection-là, c'était important pour moi de mettre un espace sécurisant culturellement pour mes collègues allochtones aussi, pour qu'ils soient capables de vivre leurs faux pas, de vivre leur vulnérabilité, puis leur inquiétude. Tu sais, c'est très, très challengeant entrer dans ce cheminement-là comme allochtone. Puis moi, c'était important de... tu sais, tout était bien organique, puis tout, tu sais, à un moment donné, c'est notre personnalité qui transparaît. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je voulais offrir. Puis je pense que, tu sais, Caroline, on a travaillé ensemble aussi, puis, tu sais, puis ça, je le sens aujourd'hui aussi, la reconnaissance de mes collègues qui viennent vers moi quand ils vivent quelque chose de difficile dans un cours. OK, là, telle étudiante, elle m'a callé hâte quand j'ai donné un exemple autochtone, puis là, je savais pas quoi faire de ça. Tu sais, je trouve ça vraiment beau d'avoir bâti ce lien de confiance-là dans l'université en général, pour que quand il y a des moments plus difficiles, quand les gens, ils prennent leur courage à deux mains pour exposer des choses, ben après ça, qu'on l'ait créé l'espace pour dire « Attends, là, c'est pas grave, c'est normal que ça accroche des fois. » Puis comment est-ce qu'on répare? Comment est-ce qu'on utilise ça comme une occasion pédagogique, une occasion éducative pour grandir ensemble? Parce que, tu sais, le projet de la réconciliation, là, qui a un manuel quelque part? On n'en a pas. Puis Julie puis moi, souvent, quand on travaille ensemble, on dit, ben là, on l'a fait, là, la réconciliation. Tu sais, nous, là, quand on est ensemble, là, tu sais, mais on bâtit tout ça, puis cet apprentissage-là, les Premières Nations ne savent pas plus que nous, là, comment faire la réconciliation. Tu sais, c'est pas à vous de nous le montrer. Tu sais, c'est une relation ensemble, la réconciliation. Fait que c'est guérir ensemble des bobos immenses, des incompréhensions majeures, des préjugés. Puis ça, ben, on le fait un pas à la fois ensemble, puis on le construit. Puis à l'UQTR, je trouve que c'est ça qu'on co-construit. Puis, tu sais, quand ça se fait à l'UQAT, ça se fait à l'UQAC, ça se fait un peu partout, puis tout le monde trouve son chemin puis sa façon de faire. Mais, tu sais, quand on parle de mettre les perches, moi, je trouve que on met chacun notre cœur dans le chapitoine, puis ça fait un chapitoine qui nous ressemble, parce que on peut pas faire ce travail-là sans... Moi, en tout cas, moi, comment je le vis, en étant complètement investi. Puis, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup de mes collègues des Premiers Peuples. C'est quand je suis revenue de mon 2e congé de maternité, ma petite fille, mes filles m'avaient... Je me sentais tellement bien en congé de maternité parce que j'étais juste dans mon cœur, puis je faisais juste aimer mes enfants, puis on dirait que tout était plus simple dans ma vie, parce que je pouvais être dans mon cœur à 100%. Puis quand je suis revenue travailler, j'étais comme là, il faut que je trouve le moyen d'être dans mon cœur, sinon je serais pas heureuse. Je peux pas juste être dans ma tête. Puis je savais vraiment pas comment j'allais faire ça. Puis là, ben, des Julie, des Lisette Petitcoué, plein de collègues à Tikamek qui ils arrivaient avec leur cœur dans les réunions, toi chose. Puis là, j'étais genre, OK, c'est de même qu'ils font ça. OK, tu sais, moi, comment est-ce que je suis capable de rentrer là? Puis c'est tout un travail courageux, encore une fois, tu sais, nous, en tant qu'Allochtones, on se fait pas apprendre à être dans notre cœur sur un milieu de travail, là, tu sais. On se fait pas apprendre à brailler en se présentant d'une réunion, là, tu sais. C'est pas là qu'on se rend d'habitude. Mais là, je dis, OK, moi, j'ai des professeurs qui me sont, tu sais, autour de moi. Puis si je veux apprendre à être dans mon cœur, ben là, ce que j'observe, c'est qu'ils font ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis en respectant, tu sais, le coup, tu sais, moi, je trouve ça tellement courageux d'être soi, de parler de ces moments difficiles, de se présenter vraiment avec l'ensemble de nos expériences de vie, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire des liens très, très sincères. Puis moi, cet apprentissage-là, ben, je le mets en pratique avec mes collègues allochtones aussi. Puis ça ouvre des portes que je soupçonnais pas. Puis des liens avec mes collègues que je soupçonnais pas non plus, tu sais. Puis tu sais, de l'amour, tu sais, dans les 7 valeurs autochtones aussi, il y a l'amour que
que moi, je trouve qui est central dans ce qu'on fait, puis qu'on le sent entre collègues, tu sais, un amour dans le milieu de travail, ça aussi. Moi, je me suis pas fait enseigner ça bien. Mais, tu sais, comme j'ai gagné un prix récemment, puis là, je suis très, très émue de ça, puis très touchée que les collègues aient pris le temps de déposer ma candidature. Puis ma collègue, je suis passée dans le corridor, elle dit « Oui, mais Émilie, on t'aime! » Puis, tu sais, pour moi, ça, tu sais, c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui, que ça passe par ces valeurs profondes-là, puis par ces liens-là, puis cette communauté-là qu'on crée en travaillant ensemble sur ces sujets-là qui sont pas évidents. Mhm. Ben moi, c'est ça que j'apprends des communautés autochtones puis des premiers peuples avec qui je travaille. C'est comme à quel point la communauté, c'est transformateur. Mm. Puis que de se vivre ensemble-là, tu sais, qui rassemble les valeurs d'honnêteté, d'humilité, de vérité, de respect, sagesse, courage et amour. Puis après ça, tu sais, à quel point c'est sacré le lien entre nous, mais avec la nature aussi. Tu sais, Jacques, notre ami, nous ramène beaucoup à la nature. Puis ce lien-là, là, pour travailler ensemble, que ça soit harmonieux au jour le jour, là, ça en prend des fois à Julie de dire, là, Émilie, là, t'as dit ça, puis j'étais pas d'accord. Puis là, moi, je suis comme, OK, attends. Mais tu sais, c'est ce courage-là d'être capable de se dire entre nous, hey, là, quand ça s'est arrivé, ben, je pense qu'il faudrait qu'on se réajuste, ou tu sais, je trouve que ça a sonné de telle façon, puis on le prend, ce courage-là, en équipe. Puis des fois, ça fait mal, puis tu prends une semaine à y penser, puis après ça, tu reviens, puis t'en reparles, mais on crée ces espaces-là. Puis moi, ben, c'est comme ça que j'ai réussi à engager les professeurs, les chargés de cours avec qui je travaille. Puis les collègues autochtones aussi, parce que moi, j'ai beaucoup... Tu sais, moi, en étant autochtone, il fallait que je travaille avec des collaborateurs autochtones là, pour faire vivre des expériences authentiques, pour entrer dans ces zones-là de transformation puis d'évolution. Parce que une des citations que j'aime beaucoup, c'est « You see, you feel, you learn ». Puis je pouvais pas, tu sais, moi, en travaillant en pédagogie, je pouvais pas juste être dans le « learn », là. Mm-hmm. Les premiers peuples... faut que tu vois, faut que tu sentes. Puis là, tu apprends quelque chose. Mais c'était de créer ces opportunités-là qui était le défi. Puis, ben, c'est ça qu'on fait. On s'amuse. Ben, merci. Ben, un gros travail, Émilie, c'est clair. Puis je pense que tu as dit plusieurs choses là, vraiment intéressantes, là, mais je retiens entre autres, tu nous ramènes, puis je pense, Samuel aussi, depuis le début, l'importance des liens. Hein? Puis là, tu as dit notre équipe, puis je pense que c'est ce qu'on ressent tout le monde en vous regardant, en vous écoutant. On voit que vous travaillez vraiment ensemble et que vous avez, c'est pas une obligation, vous avez du plaisir en plus, imaginez. Donc, on vous envie, mais nous aussi, on en a, là. Genre, j'ai des collègues fantastiques ici aussi, là. Mais bref, mais ça aide à faire avancer, notamment parce qu'il y a des questions complexes, il y a des moments difficiles, c'est ça qu'on comprend, puis le lien peut être une base là, à partir duquel qui nous permet de passer à autre chose. Il nous reste très peu de temps. Alors moi, je vais juste remercier, mais je vais te donner les mots de conclusion à toi, Samuel, après. Mais je veux juste me permettre de remercier les personnes, d'abord vous-même qui étiez là, tout le monde. C'était vraiment merci d'avoir été généreux, d'avoir été réflexif beaucoup aussi. On n'était pas dans une cassette. On était vraiment dans quelque chose que vous aviez pris le temps de réfléchir en amont. Chacun avait amené son bout dans la conversation. Donc, je pense qu'on ressort tous plus riches avec ce que vous nous avez communiqué. Merci beaucoup. Je veux remercier les personnes aussi qui ont préparé derrière les rideaux. Jusqu'à la dernière minute, les gens ne l'ont pas vu, mais on a fait des petits changements, des ajustements. Donc, il y a Evelyne Rondeau qui est toujours là, qui est avec ma grande collègue. André Desrosiers aussi qui est à la technique. Et chez vous, Josiane Larouche, si je me trompe pas, qui est avec vous aujourd'hui pour nous. Et puis, je vais carrément laisser la parole à toi, Samuel, pour le mot de la fin. Parce que on pourrait développer longtemps sur ton rôle, ton bureau, mais t'as le choix là, dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu as envie de communiquer? Ben, d'abord, merci à mes collègues là, d'être là avec nous. Ancrer l'engagement durable, ça passe par les relations. Vous l'avez compris. Puis les relations à l'interne, puis les relations à l'externe, c'est ça qui va faire en sorte que les actions qu'on mène avec le Bureau de l'engagement auprès des premiers peuples vont perdurer dans le temps. Puis c'est un travail qui se fait sur le temps long. Puis je vais juste terminer peut-être avec une image très simple parce que
j'espère que vous comprenez. Là, on a chacun notre posture à nous, mais j'espère que vous vous retrouvez un peu dans chacune de ces différentes postures-là, à votre façon. Puis je termine avec une image que j'emprunte à une collègue très proche, une professeure autochtone Innu, qui est l'image de comment on se sent à l'université dans notre collaboration. Puis je pense que c'est une image qui peut s'appliquer partout si vous êtes capable de trouver votre réseau. D'un côté, il y a une rive autochtone. Puis de l'autre côté, il y a une rive allochtone. Puis au centre, il y a une rivière qui sépare ces deux mondes-là. Puis on se sent souvent comme ça. Puis moi, je suis autochtone et québécois. Je me sens parfois sur une rive, parfois je me sens sur l'autre rive. D'un côté, on a notre collègue Julie sur la rive autochtone, qui des fois trouve que l'autre rive est très très loin. Puis elle nous fait des signes. Puis ce qu'on est en train de faire, c'est construire un pont. Puis moi, j'ai compris avec le temps que je suis comme Québécois et autochtone, mais moi, je suis en plein centre de ce pont-là. Pas parce que j'ai un rôle central, mais parce que j'ai un rôle de passeur. Puis je le fais souvent, moi, traverser la rive. Julie a le temps et a le goût des fois de traverser la rive, mais elle aime encore plus recevoir les gens chez elle de son côté. Moi, ça me fait plaisir, comme Québécois, d'aller dans le monde des fois complexe, le monde institutionnel de la rive québécoise. Une chance que j'ai des collègues qui m'y attendent, puis qui hochent la tête à côté de moi, puis qui m'appuient dans qu'est-ce que je fais. Mais aujourd'hui, on est rendu au point, au bureau, où souvent, je suis au centre du pont, puis j'attends mes collègues allochtones qui viennent vers moi. Puis ça, c'est des Patrick, c'est des Anthony, c'est des Émilie, qui amènent les curieux, curieuses au centre du pont. On se rencontre, on rit ensemble, puis on traverse de l'autre côté voir Julie. Puis on est prêt à vivre une vraie transformation, puis un vrai engagement. Là-dessus, je vous dis Tinish Kemedna, merci beaucoup tout le monde. Merci Marie-Josée. Merci à vous tous encore.